Dans une cellule humaine en division, on peut observer 46 chromosomes. Chacun est constitué d'une molécule d'ADN enroulée sur elle-même. Sur chaque chromosome, on peut identifier de nombreux gènes. Un chromosome peut en contenir 200 à 2800. Un gène est donc une partie de chromosome. Chez l'homme, on décompte environ 20 000 gènes différents dans les 23 paires de chromosomes. Prenons l'exemple du gène responsable des groupes sanguins A, B et O. Ce gène porte l'information qui permet de fabriquer des marqueurs qui se trouvent à la surface des globules rouges. Il existe 3 versions de ce gène. La version A qui permet de fabriquer le marqueur A, la version B qui permet de fabriquer le marqueur B et la version O qui permet de fabriquer un marqueur non fonctionnel. Ce gène, responsable des groupes sanguins, se trouve toujours au même endroit sur les chromosomes numéro 9. On appelle cet endroit un locus. Tous les êtres humains portent donc sur chacun de leurs chromosomes numéro 9 un gène des groupes sanguins. Ce gène existe en 3 versions, la version A, la version B et la version O. Ces 3 versions du même gène s'appellent des allèles. Regardez cet individu. Sur ses 2 chromosomes numéro 9, on voit le gène des groupes sanguins. Cet individu porte la version A de ce gène sur les 2 chromosomes. On dit qu'il est homozygote pour ce gène. Ce deuxième individu présente quant à lui la version A sur le premier chromosome et la version B sur le deuxième chromosome. On dit qu'il est hétérozygote pour ce gène. L'association des allèles chez un individu pour un gène donné s'appelle le génotype. Par convention, on écrit le génotype entre parenthèses et on figure la paire de chromosomes homologues avec des slash. Ici, notre premier individu a pour génotype AA. Ceci signifie que le premier chromosome homologue porte l'allèle A et le deuxième chromosome homologue porte aussi l'allèle A. L'allèle A étant responsable de l'existence d'un marqueur A sur les globules rouges, l'individu sera de groupe A. Le caractère groupe A correspond au phénotype de cet individu. On écrira alors son phénotype entre crochets de cette façon. Regardez notre deuxième individu. Il a pour génotype AB. Ceci signifie que le premier chromosome en rouge ici porte l'allèle A et le deuxième chromosome en bleu porte l'allèle B. L'allèle A étant responsable de l'existence d'un marqueur A et l'allèle B responsable de l'existence d'un marqueur B. Donc cet individu présentera sur ses globules rouges des marqueurs A et des marqueurs B. Il sera donc de groupe AB. On écrira alors son phénotype de cette façon. Vous voyez ici que les 2 allèles s'expriment de la même manière. On dit qu'ils sont codominants. Voyons maintenant un dernier exemple. Chez ce troisième individu, on observe que le premier chromosome en rouge porte l'allèle A et le deuxième chromosome en bleu porte l'allèle O. Son génotype est donc AO. L'allèle A est responsable de l'existence d'un marqueur A et l'allèle O est responsable de l'existence d'un marqueur non fonctionnel. Donc, cet individu présentera sur ses globules rouges des marqueurs A uniquement. Il sera alors de groupe A. On écrira son phénotype de cette façon. Vous voyez ici que seul l'allèle A s'exprime. On dit que l'allèle A domine sur l'allèle O. Cet allèle A dominant s'écrit en majuscule et l'allèle O qui est récessif s'écrit en minuscule. Vous voyez donc bien ici que le phénotype ne reflète pas toujours le génotype. Vous savez qu'un gène se trouve toujours au même locus sur les paires de chromosomes. Vous avez vu également qu'on peut trouver des allèles différents de ce gène sur les 2 chromosomes de la même paire. Regardez ici, on a l'allèle A sur le premier chromosome et l'allèle B sur le deuxième chromosome de la paire numéro 9. Par contre, on ne peut pas trouver 2 allèles différents sur les 2 chromatides d'un même chromosome. Plusieurs types de mutations. Les mutations qu'on dit de substitution, c'est-à-dire qu'une base va remplacer une autre base. Par exemple ici, un C devrait se lier au G, or par substitution, c'est un T qui va se lier.
Après, on a les mutations de délétion. Si on reprend notre exemple précédent, une base va se supprimer, donc ici, on reprend le C, et cela va provoquer du coup le décalage de toute notre séquence d'une base. Le dernier type de mutation est la mutation d'addition. Tu l'auras compris, c'est un peu l'inverse de la mutation de délétion. C'est une base qui s'insère entre deux bases déjà existantes, ce qui décale, encore une fois, toute la séquence d'une base, mais dans l'autre sens. Sur notre exemple, ici, une base s'insérera à la place entre le C et le T, ce qui décalera le reste de la séquence. On peut aussi classer les mutations selon le type de cellules qu'elles affectent. D'abord, elles peuvent affecter une cellule qui n'est pas impliquée dans la reproduction, c'est ce qu'on appelle une mutation somatique. Les mutations et donc les transformations qu'elles engendrent ne sont pas transmises à la descendance. L'inverse est une mutation germinale, c'est-à-dire une mutation qui concerne une cellule de la fécondation. Dans ce cas-là, la mutation sera transmise à la descendance. On peut également se demander à quoi sont dues les mutations. Certaines mutations sont dites spontanées, c'est-à-dire qu'elles apparaissent aléatoirement avec une fréquence de mutation plutôt faible. D'autres sont dues à des agents extérieurs comme par exemple le soleil, plus précisément les rayons UV. Ici, la fréquence de mutation sera plus élevée. Maintenant que tu connais tout sur les mutations, on peut étudier leurs répercussions. On avait d'abord dit que les mutations pouvaient entraîner des changements au sein d'un individu, on va déjà voir celle-ci. Déjà, on avait dit qu'une mutation entraînait un changement de caractère chez un individu. Les répercussions que peuvent avoir une mutation peut aller de la création d'un grain de beauté à une maladie impactant plusieurs aspects de l'organisme. Par exemple, c'est le cas de la mucoviscidose, qui est une maladie engendrée par une mutation sur le gène CFTR et qui touche fortement les poumons. De plus, cette maladie est héréditaire car c'est une mutation germinale. Malheureusement, la plupart de ces maladies n'ont pas un mécanisme aussi simple et ce sont souvent plusieurs mutations de plusieurs gènes qui sont à l'origine de maladies. C'est le cas de la myopathie qui est codée par une centaine de gènes et qui touche tous les muscles de l'organisme. Certaines mutations n'entraînent pas nécessairement un changement de caractère, c'est ce qu'on appelle une mutation silencieuse. Prenons cet exemple avant mutation. Donc ça, c'est un gène fictif qui génère un très court polypeptide de 4 acides aminés. Regardons ce qu'il se passe s'il y a une substitution avec le remplacement d'un G par un A. Le codon qui était initialement GGC devient GGU. Grâce à la redondance du code génétique, cette mutation n'a aucun impact parce que ces deux codons codent pour le même acide aminé qui est la glycine. On parle donc de mutation silencieuse, qui n'entraîne aucune modification dans la séquence peptidique. Dans ce deuxième exemple, si on remplace le C par un T, on change l'acide aminé. C'est donc une mutation faux sens, car il y a remplacement d'un acide aminé par un autre. Troisième exemple, la substitution d'un A à la place d'un T, qui entraîne ici l'apparition d'un codon UAG, qui est donc un codon stop. C'est l'arrêt prématuré de la traduction, c'est une mutation non-sens. La protéine sera donc raccourcie et généralement elle n'est pas fonctionnelle. Dans cet autre exemple, il y a insertion d'un nucléotide. Cela entraîne un décalage du cadre de lecture. Ça arrive dès qu'il y a insertion ou délétion d'un nombre de nucléotides qui n'est pas multiple de 3. La séquence de la protéine est donc totalement modifiée, la protéine est généralement non fonctionnelle. Par contre, si on supprime 3 nucléotides, on conserve le cadre de lecture. Il y aura donc juste perte d'un acide aminé. Pour conclure tout ce qu'on a dit sur les mutations, on peut dire qu'elles apparaissent soit aléatoirement, ce sont les mutations spontanées, ou à cause d'un agent extérieur, ce sont les mutations induites. Les mutations peuvent être un ajout de base, c'est ce qu'on appelle une mutation d'addition, une base peut s'enlever, c'est une mutation de délétion, et une base peut en remplacer une autre, c'est une mutation de substitution. Les mutations peuvent soit rester au sein de l'individu si elles ne touchent pas deux cellules de la reproduction, ce sont les mutations somatiques, ou bien toucher une cellule de la reproduction et donc se transmettre à la descendance, ce sont les mutations germinales. Le phénotype correspond à l'ensemble des caractères observables d'un individu. Attention, quand on dit observable, on ne veut pas dire visible à l'œil nu. En effet, rappelez-vous que le phénotype s'observe à 3 échelles différentes, l'échelle moléculaire, l'échelle cellulaire et l'échelle macroscopique. Les 2 premiers niveaux ne sont évidemment pas visibles à l'œil nu. Le génotype, lui, correspond à l'ensemble des gènes d'un individu, sachant qu'un gène est une portion d'ADN qui code pour un caractère du phénotype. Alors on dit qu'un gène s'exprime lorsqu'il aboutit à la production d'une protéine fonctionnelle. Petit rappel, l'expression d'un gène va donc comprendre la transcription de l'ADN en ARN, puis la traduction de l'ARN en protéines. Alors,
quand on dit qu'un gène s'exprime, cela signifie qu'il est transcrit puis traduit pour donner une protéine qui est le premier niveau du phénotype. Lorsque le gène s'exprime, on passe du génotype au phénotype. Et ce terme d'expression des gènes est important à connaître. Alors maintenant, voyons comment noter tout cela. L'écriture du phénotype est simple, car il s'écrit toujours entre crochets. Lorsqu'on écrit les yeux bleus entre crochets, comme ceci, nous sommes en train de parler du caractère phénotypique de la couleur des yeux. Alors on peut l'écrire en toutes lettres, ce phénotype, mais la plupart du temps, on va utiliser des abréviations. Pour la couleur des yeux, on peut par exemple utiliser cette écriture pour parler de la couleur bleue, celle-ci pour parler de la couleur verte, ou celle-là pour la couleur marron. Alors, il faut savoir qu'en génétique, les caractères ont souvent été identifiés à partir de mutants. Et les lettres qu'on utilise pour les abréviations, ce sont la plupart du temps les initiales des mutations correspondantes. Et pour différencier le gène normal, non muté, on met un plus après le nom de la mutation. Par exemple, chez la drosophile, qui est la mouche du vinaigre, on connaît un mutant avec des ailes dites vestigiales, c'est-à-dire quasiment absentes. Ce gène est abrégé VG pour vestigial, et on peut écrire le phénotype L vestigial de cette façon, ou de cette façon en utilisant l'abréviation. Du coup, quand on va parler des drosophiles avec des ailes normales, c'est-à-dire le gène non muté, on peut écrire L longue entre crochets, mais on peut utiliser l'écriture officielle, qui est donc celle-ci, VG+, entre crochets, le plus indiquant que le gène n'est pas muté et que la drosophile a donc des ailes normales. On utilise le terme sauvage pour désigner les lignées qui sont non mutées, c'est-à-dire les lignées normales. Autre exemple, chez la drosophile, les mutants white ont des yeux blancs au lieu de les avoir rouges. On note donc le phénotype des lignées mutantes W entre crochets et le phénotype des lignées sauvages aux yeux rouges W+. Concernant le génotype, c'est un petit peu plus compliqué car il ne faut pas oublier que pour chaque gène, nous avons deux versions qui peuvent être les mêmes ou qui peuvent être différentes. Les versions des gènes sont appelées allèles. Et pour chaque gène, nous avons reçu un allèle de notre mère et un allèle de notre père. Si pour un gène donné, les deux allèles que nous avons reçus sont identiques, on dit que l'individu est homozygote pour ce gène. Si les deux allèles sont différents, on va dire qu'il est hétérozygote pour ce gène. Alors comment noter tout ça? Eh bien, déjà le génotype, lui, s'écrit toujours entre parenthèses pour le différencier du génotype. La convention d'écriture demande à ce que les chromosomes soient représentés par des barres. Chaque allèle étant porté par un chromosome maternel ou paternel, on écrit donc le génotype ainsi, parenthèse B barre barre B, ou parenthèse BN. Et dans cette écriture, les barres représentent les chromosomes. Attention toutefois, rappelez-vous que les allèles peuvent ne pas s'exprimer, c'est-à-dire ne pas donner de protéines fonctionnelles. On dit d'un allèle qui ne s'exprime pas par rapport à un autre qu'il est récessif, et un allèle qui s'exprime en revanche par rapport à un autre est dit dominant. Si on prend l'exemple des groupes sanguins, l'allèle AA qui est homozygote donne le phénotype groupe sanguin A. Le génotype AO qui est hétérozygote donne le phénotype groupe sanguin A. Et le génotype OO qui est homozygote donne le phénotype groupe sanguin O. Enfin, dernière remarque de vocabulaire, les lignées d'individus homozygotes pour un caractère sont appelées lignées pures. Autrement dit, une lignée pure est entièrement constituée d'individus homozygotes pour un caractère. Ainsi, une lignée pure de drosophiles aux yeux blancs est entièrement composée d'individus homozygotes dont le génotype s'écrit WW entre parenthèses.